la forme politique de la France depuis maintenant 4 siècles, 5 siècles, est celle d'un État-nation. C'est même la France qui a inventé la formule de l'État-nation. À la Renaissance et jusqu'au XVIIe siècle, il y avait des guerres de religion. Pendant une longue partie du XVIe siècle, un tiers de la France était protestant, en gros entre Nantes et puis Perpignan. Tout le Grand Sud-Ouest, là, était passé côté calviniste. Tous les cathares. Et voilà, et donc l'héritage sans doute cathare, et de pas supporter bien l'Église catholique, et à la suite de quoi, il y avait une grande difficulté pour le roi de dire « je suis le roi parce que Dieu l'a voulu ». Il y avait un tiers de la population qui levait le doigt en disant « pardon, vous pouvez nous expliquer là donc ?» Une autre formule a été inventée, elle a régressé naturellement après ça sous Louis XIV, mais elle s'est imposée à partir de la fin de la monarchie, qui est celle de l'État-nation. L'État-nation, il a une mission, elle est enfantine, elle est simplissime, elle a été résumée, je veux dire, une fois pour toutes, jusqu'à temps où l'ère de l'État-nation sera terminée, mais encore maintenant et encore pour le futur, par une formule de Raymond Aron qui est absolument admirable, respecter à l'extérieur, en paix à l'intérieur. Un État-nation, il est dirigé par des gens. Pour que ces gens-là aient un satisfecit, il faut et il suffit que le pays qu'il dirige soit respecté à l'extérieur, c'est-à-dire pas que tout le monde vienne l'envahir, s'essuyer les pieds dessus, et qu'il soit en paix à l'intérieur, c'est-à-dire faire en sorte que la concorde civile et la paix civile règnent. Ça, c'est la base. Et c'est d'autant plus important pour la France que, en la matière, la France a tout inventé. Vous vous demandez peut-être pourquoi, quand vous allez dans d'autres pays d'Europe, le mot qui sert à désigner la police, c'est toujours le mot français. Police, polizei, politia, politia, etc. Pourquoi ? Parce que la première force de police moderne mondiale, c'est la lieutenance générale de police sous Louis XIV. Voilà. C'est la première fois qu'il y avait une police sur le modèle de laquelle toutes les autres, après ça, ont été forgées. Pareil pour l'armée française, comme la France était le premier État-nation, eh bien, elle a eu la première armée nationale. Et donc, comme elle avait cette armée nationale, toutes les autres armées nationales d'Europe puis du monde ont copié sur la première année. Alors, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple, vous savez que quand il y a des faits historiques patents, on les retrouve dans la philologie, dans le langage. Quand vous prenez la langue allemande, tous les termes militaires sont français. Régiment, artillerie, général, etc. Il n'y a pas un mot dans la langue allemande qui ne soit pas français parce que Frédéric de Prusse, voilà. Donc, c'est la preuve, ça, que la France est un État-nation et qu'en tant qu'État-nation, en termes de sécurité intérieure et extérieure, elle a tout inventé. Vous savez à quel point, par exemple, la Croatie est une sorte de colonie déguisée de l'Allemagne. Oui. Eh bien, quand il y a eu la fusion entre les renseignements généraux et la DST pour former un corps de sécurité intérieure, le patron des renseignements du service de renseignement croate, qui est un de mes anciens étudiants, m'a appelé en disant « Je viens de voir, c'est trop important, pourquoi vous faites ça, il faut qu'on s'en inspire, etc. » Quand la France fait quelque chose dans ce domaine-là, voilà. Et donc, notre ami, M. Signolet, est l'héritier d'une tradition séculaire dans laquelle il y a énormément de choses qui ont été inventées et dans laquelle la France a plus que des responsabilités nationales, puisque tout ce qui se fait en Europe découle plus ou moins de l'expérience française. Et si je comprends bien ce que vous dites, c'est que dans le fond, la même chose s'est passée pour l'armée. C'est-à-dire que, grosso modo, sans doute pour la diplomatie, et donc grosso modo, le premier pays qui a défini les secteurs régaliens, c'est la France. Bien entendu. Songez que la première ébauche de l'armée française, qui s'appelle les compagnies d'ordonnance, date de 1405, sous Charles VII. C'est bien simple, je parle à un économiste, la plus vieille nationalisation du monde, c'est l'armée française. Voilà, la plus ancienne. Et si j'ose dire, ça avait commencé même avant, parce que la bataille de Bouvines, c'était l'émergence du sentiment national en France. Bien sûr, bien entendu. Donc, entendu. si vous voulez, il y a d'abord eu le sentiment national, qui a été pris en main par un État, qui l'a organisé
autour de ces privilèges régaliens, si je vous comprends bien. Alors, ce qu'on est toujours obligé d'expliquer, surtout nos amis américains, parce que le système politique américain s'est tourné manège, et donc tous les 8 ans, vous avez affaire à des gens qui, en gros, il faut leur expliquer à peu près à l'invention de la roue, quoi. Hein, et donc on leur dit, attention, les États-Unis et la France, c'est pas pareil. Vous, dans votre cas, il y a des types qui sont assis autour d'une table et qui ont signé un document commun. Nous, il y a 1000 ans de bagarres, de guerres, de massacres, de trahisons, de mariages foireux, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, dans le cas de la France, qui n'a aucune espèce de situation territoriale prédéfinie. L'Italie, ok, c'est une péninsule avec une barre de montagne. L'Espagne, ok, c'est une péninsule, une barre de montagne. Mais la France, où ça commence, où ça se termine? C'est tout à fait Pourquoi la Lotharingie n'a pas... Voilà. Et donc, là, en France, c'est l'État qui a créé la nation. En conséquence de quoi, quand il n'y a pas de neige à Noël au sport d'hiver, les Français engueulent l'État parce que voilà, c'est de la faute de l'État. L'État prédétine tout. Donc c'est ça la situation de la France à l'heure actuelle. Et donc ça veut dire aussi que n'est français que celui qui le veut. C'est-à-dire que c'est ce que disait Renan, dans le fond, être français, une idée, bien sûr. C'est une idée, c'est une volonté, c'est une volonté de vivre ensemble. Mais il y a assez peu de rapport entre, mettons, un Corse et un Alsacien, mais tous les deux se veulent et se reconnaissent français, quoi. C'est ça qui est assez étonnant dans ce pays. Non seulement des rapports, mais des rapports de compréhension. Ma grand-mère me disait que dans le village en Alsace d'où elle venait, après, en 1920, quand ils sont devenus français, ils avaient installé une demoiselle des postes qui venait de Toulouse. Les gens comprenaient pas un mot de ce qu'elle racontait. Ah, mais ça, j'ai connu ça très bien. J'ai reçu des gens chez moi qui arrivaient de Normandie, qui étaient des gens tout simples, et puis avec une personne qui travaillait pour nous à l'époque aussi, qui était une paysanne de Haute-Garonne. Et il fallait que moi je traduise. Il fallait un interprétariat. Il fallait un interprétariat parce que la façon dont ils parlaient tous les deux, ils utilisaient la même langue, mais ils se comprenaient pas. Sincèrement, je peux même vous l'avouer, j'ai eu parfois de la sympathie pour des grands truands parce que c'était. Ils avaient la personnalité. Voilà, ils voulaient le bourgeois, quoi. Hein, au moins, 700 000 crimes et délits quand je suis rentré dans la police en 75, dont 300 000 chèques sans provision qui aujourd'hui ne sont plus comptabilisés. Aujourd'hui, on est à près de 10 millions de faits si on compte une analyse de victimation. Hein. Les faits recensés, c'est 5 millions, mais sinon, on est à 10 millions. Si vous voulez, la délinquance... Et le personnel de la police n'a pas augmenté? Non, il n'a pas augmenté. Les missions ont été éparpillées. Une réforme de la police des corps et carrières a été catastrophique. Il y avait avant un corps d'inspecteurs de police où il y avait 23 000 inspecteurs de police. Du jour au lendemain, en 1995, on a décidé par mesure d'économie de supprimer ce corps et de faire un espèce de grand magma de recrutement parmi les gardiens de la paix. En clair, on avait des inspecteurs au prix d'un gardien de la paix. Et en donnant la qualité d'OPJ à des gardiens de la paix avec des variables d'ajustement. Un gardien de la paix pouvait très bien aller en police judiciaire ou en motard ou vous voyez, des spécialités, alors qu'auparavant on avait 23 000 inspecteurs dédiés au judiciaire et au renseignement. Ça créait une culture quand même d'efficacité vraiment hors pair. Et vous dites qu'on a supprimé ça pour des raisons d'économie, quoi. Pour des raisons d'économie. C'était à mon avis uniquement ça. Rendez-vous compte, le corps des commissaires a été divisé par 2. Le corps des inspecteurs de police et des officiers de paix a été fusionné, mais il était divisé par 3. Et on a par contre recruté énormément de gardiens de la paix, mais pas du tout pour les mêmes salaires, mais en donnant les mêmes missions. Salaire de rien, mais qualitativement, on s'est rendu compte que c'était quand même pas la même chose. Avec en plus une emprise énorme de la justice sur l'investigation, qui fait qu'aujourd'hui, on a transformé les policiers en manutentionnaires. C'est plus, on fait plus carrière comme moi quand j'étais à la brigade criminelle, quand j'étais au STUP, le policier était quelque part avec une hiérarchie légitime, un patron. À mon époque, ça voulait dire quelque chose. C'était vraiment le patron de son équipe. Aujourd'hui, tout est court-circuité. Aujourd'hui, c'est un substitut par téléphone qui vous dit vous ferez ci, vous ferez ça, etc., sans tenir compte des contraintes budgétaires que ça peut entraîner. Alors, pour la gendarmerie, il faut pas oublier une chose. Jusqu'à Napoléon, les taux d'homicide partout en Europe, et notamment en France, étaient immenses. C'était ceux du Brésil aujourd'hui ou du Salvador avec 100 homicides par 100 000 habitants, etc.
Napoléon a créé cette police intérieure militaire qui était la gendarmerie et a implanté une gendarmerie à une journée de cheval des autres maillages de la frontière belge à la frontière espagnole, à la frontière italienne. De ce jour-là, la criminalité et notamment les homicides, les gens qui agressaient dans les forêts, etc., tout ça s'est effondré pour arriver très rapidement au taux où on en est à l'heure actuelle en moyenne dans l'Europe, parce que tout le monde a fait pareil au bout d'un moment, c'est-à-dire 2 pour 100 000. On est passé de 100 pour 100 000 à 2 pour 100 000. Donc, il faut garder cette force-là, parce qu'à la campagne, ils savent tout. Et quand on sait tout, on fait pas de bêtises, ou on en fait moins. Les zones périurbaines où il y a des cités, vous savez, un problème hors contrôle, etc. Il y en a maintenant qui sont arrivés sur le territoire de la gendarmerie. J'ai donné des cours pendant 15 ans à l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Donc j'ai plein d'anciens étudiants parmi les gendarmes. Ils viennent, ils me parlent, et donc ils font du renseignement. Mais parce on entend parler partout du territoire perdu de la République. Des territoires perdus de la République. Il est perdu parce que le gouvernement. Mais est-ce que les gens savent ce qui se passe dedans? Les gendarmes continuent de savoir? Mais bien entendu. Ah bon? Et ça c'est une bonne nouvelle. Ça. Non, mais tout à fait. Ça c'est une bonne nouvelle. Si vous me permettez. Bien sûr. J'ai vu l'année dernière, lors d'une réunion, plusieurs dizaines d'officiers supérieurs de la gendarmerie. On était entre nous, on a parlé, et ils m'ont dit, moi vous savez, le gouvernement nous demande de remettre de l'ordre là-dedans, c'est fait dans les 2 semaines. Donc c'est très intéressant parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est dans le fond ce qui manque, c'est le courage politique de demander aux gendarmes de remettre de l'ordre. Mais attendez, c'est tout ce qui manque parce qu'on a la connaissance des lieux. Pareil pour la police. C'est pareil. Voyons donc. Donc vous voulez dire que c'est pas un problème d'effectif, de connaissance, c'est un problème de volonté. Les territoires ne sont pas perdus de la République, ils sont ignorés. C'est différent. C'est très important ce qu'on dit là. Pour rebondir sur l'affaire Adama Traoré, mais moi je serais le politique, j'aurais dit mais écoutez, j'entends parfaitement votre message. Je comprends en m'adressant à Adama Traoré, je dirais mais écoutez, je comprends parfaitement votre désespérance. Et d'ailleurs, pour y remédier, pour éviter que justement vous ne sombriez dans la délinquance, qu'il y ait une mauvaise image de vos communautés, etc., je vais tripler le nombre des policiers dans ces banlieues-là. Et on va éradiquer la délinquance qui vous empêche d'exprimer vos talents dans l'honnêteté. Ce que dans ces quartiers-là, 90% de la population demande. Là où on s'étonne, c'est qu'en en banlieue, les gens réclament de plus en plus de police. Mais vous savez, c'était ce qui s'est passé y compris ceux qui sont issus de l'immigration. Bien sûr, c'était ce qui s'est passé à New York avec Giuliani. Ouais. C'était toutes les mamans noires qui demandaient à Giuliani, mais sortez-moi. Sortez les voyous. Les voyous. À New York, ils ont pris une autre décision qui était judiciaire également. Oui. Par exemple, la théorie des trois condamnations. Si on appliquait ça, il y a aussi quelque chose qui m'échappe. Lorsque je suis rentré dans la police, les recours à la prison étaient systématiques. Sincèrement, à quelqu'un qui volait un autoradio, il prenait 1 an de prison. Un voleur de voiture, 18 mois. Un cambrioleur, un petit cambriolage, 3 ans. Quand on allait en perquisition chez eux, on leur faisait prendre une valise, voilà. Et en plus, ils nous demandaient, est-ce qu'on peut pas retirer les menottes pour les voisins, voilà. Aujourd'hui, ça a bien changé quand même. Et le recours à la prison était systématique et on n'entendait jamais parler de surpopulation des prisons. Donc la police ne peut plus rien faire pour vous parce que dans le fond, elle ne reçoit pas d'ordre. Elle ne reçoit pas d'ordre de faire ce qu'elle devrait faire. Alors très bien. Si on sait ça, expliquez-moi pourquoi le pouvoir politique ne prend pas la décision qui est la première demande des Français, c'est l'ordre public. Pourquoi? Qu'est-ce qui les en empêche? Je vais vous dire, c'est la trouille. Exactement. Mais la trouille de quoi? La trouille du, qu'en dira-t-on, la trouille du dernier stagiaire arrivé à Libération, quoi. C'est ça. Vous voulez dire c'est ça? Vous êtes d'accord? Tout à fait. Et puis, ce politiquement correct qui fait que un ministre de l'Intérieur comprend l'émotion, vous voyez, où on en arrive. Mais si un ministre de l'Intérieur comprend l'émotion, si vous voulez, il aurait été dans ceux qui auraient lynché les pauvres noirs en Amérique. Je veux dire, à partir du moment où un ministre de l'Intérieur se laisse aller à l'émotion, c'est-à-dire qu'il pense que l'instant est plus important que la loi. Et c'est une saloperie. Un ministre de l'Intérieur ne peut pas penser ça. D'un autre côté, Castaner, vous savez, il est bête. Donc, il dit que des bêtises, c'est normal. Je pèse mes mots. Oui, mais je suis un enseignant. Oui, mais celui qui est bête, si vous voulez, qui est mis dans une position de pouvoir, il est mis par quelqu'un qui devrait savoir qu'il est bête. Eh bien voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Là aussi, c'est infiniment simple. Notre président de la République et tout son entourage, ce sont des économistes, c'est des banquiers.
leur patrie, c'est Wall Street et puis la City de Londres. Alors les trucs régaliens, pour eux, c'est une pénible survivance du néolithique, quoi. C'est des trucs qui n'ont pas dépassé. Ils n'en sont pas imprégnés. Non, ils n'ont pas idée. Et des fois, ils font des bêtises atroces en pensant que ça va faire plaisir aux policiers. Donc vous êtes en train de me dire que dans le fond, c'est fascinant tout ça, c'est que ces gars-là sont arrivés au pouvoir en pensant que leur principale fonction, c'était l'économie. Eh ben oui, et la seule même. Et la seule. Et donc le régalien, pour lui, il dit, je vais prendre 2 nuls, mais c'est pas grave, ça a pas d'importance, allez, la Belloubet, hop, et puis le Castaner. Et donc, il sait très bien. Vous croyez que c'est vrai, ça? Oui, tout à fait. Et si on veut évidemment, enfin, c'est pas grave, c'est des fonctions, vous savez. Pour lui, le ministère de l'Intérieur, c'est, allez, le secrétaire d'État à la marine marchande, un truc dans ce goût-là, c'est pas grave. Alors qu'en France, dans un État-nation comme la France, depuis le début de l'État-nation, bien avant même la République, le ministre de l'Intérieur ou celui qui en tient lieu, il a une mission. Il est là pour rassurer les Français. Clémenceau, la police est là pour rassurer les braves gens et pour inquiéter les malfaiteurs. Il dit ça, ok, les gens rentrent chez eux, ils sont rassurés. Alors moi, je vais vous dire, quand j'arrive devant mes étudiants, je leur dis, voilà, je vais vous faire provoquer un choc. L'État français, l'appareil d'État, la machine, elle a été créée pour respecter à l'extérieur en paix à l'intérieur. L'État français n'a pas été créé pour fixer le jour des soldes ou le salaire de nuit des infirmières, nom de Dieu. C'est pas fait pour ça. Et pourtant, il le fait et pratiquement, il ne fait plus que ça. Et il fait tout mal. Alors, dernier point qui est très important, c'est que la police, c'est un instrument. Donc, évidemment, quand vous allez chez le médecin, quand vous allez chez le garagiste, quand vous allez chez le mec qui s'occupe de votre informatique, et qu'il y a un problème, la voiture démarre plus, la petite a 42 fièvres, etc., que commence par faire le professionnel que vous avez en face de vous? Il commence par faire un diagnostic. Évidemment, à l'heure actuelle, le gouvernement, il fait pas de diagnostic. Il juge de l'intérêt de la police au fait qu'elle a fait assez peu de sourires ou trop de sourires ou pas assez de sourires à des messieurs qui ont une couleur de peau différente de la nôtre. C'est pas ça. Il faut dire, voilà, si vous voulez avoir un ministre de l'Intérieur respecté, il faut qu'un soir, il arrive aux 20h, qui disent, alors voilà, c'est simple, il y a tant de crimes et délits en France, il y en a tant, ça ne relève pas du crime parce que c'est une histoire de mari jaloux, de femme qui empoisonne son mari, etc. Tout ça, ok, c'est mais ça ne menace pas la structure de l'État. En revanche, tout ce qui est organisé et qui menace la paix publique, etc., c'est tels individus, on va les mettre hors d'état de nuire. Et une fois que quelqu'un a dit ça sérieusement, il peut ajouter, j'ai fait une fois une tribune libre dans le Figaro avec Goldnader,